Merci d'être là et d'inaugurer cette série d'entretiens que nous avons intitulé les entretiens d'Assas. Très simplement, ces entretiens consistent et consisteront en un entretien informel avec un juriste, un philosophe, un économiste, bref, un scientifique, qui vient présenter ses travaux et débattre avec ses pairs ou avec les personnes qui souhaitent le faire dans le cadre de l'université Panthéon-Assas. Alors, vous êtes professeur de lettres modernes, passionné de philosophie et de droit, et vous êtes en présoutenance à l'université Panthéon-Assas d'une thèse dirigée par le professeur Philippe Reynaud qui porte sur la postérité d'Isaiah Berlin. Alors, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, en forme d'introduction, nous présenter précisément l'objet de votre recherche, c'est-à-dire déjà l'auteur, Isaiah Berlin lui-même? Merci André Charles. Je suis très heureux de pouvoir inaugurer cette nouvelle série d'entretiens. Isaiah Berlin est né en 1909 à Riga. Il est l'auteur de plusieurs centaines d'essais et de très nombreuses conférences. Sa pensée est assez bigarrée. Il a parlé de très nombreux sujets, de philosophie, de politique, d'art, de musique aussi. Et ce qui est très intéressant avec Isaiah Berlin, c'est que même si sa pensée peut sembler déstructurée, difficile à cerner, on voit qu'il a lutté ardemment dans toute son œuvre contre le monisme, c'est-à-dire les positions politiques qui seraient uniques, donc monolithiques. Il a vécu les premières années de sa vie à Riga, dans un quartier très agréable, à la Alberta Jela, pour toutes les personnes qui connaissent. Très vite, la situation s'est dégradée et son père a dû travailler en Russie. Donc ils sont partis, son père, sa mère et lui, en Russie. Et il a vécu les deux révolutions russes de 1917. Certes, il était très jeune, il n'avait que 8 ans lors de la seconde révolution, mais il s'est très bien souvenu de l'horreur de la révolution bolchevique. Horreur dans le sens où il a assisté à des scènes qui l'ont profondément marqué et il a nourri une profonde aversion pour la violence, qu'elle soit morale ou physique. En 1921, sa famille émigre au Royaume-Uni, à Londres, et c'est un nouveau départ pour la famille Berlin. Nouveau départ dans le sens où son père, Mendel, avait une vision très laudative du Royaume-Uni dans son ensemble, de la société britannique, et Berlin pensait qu'il allait vivre en Angleterre les meilleures années de sa vie. Sans doute avait-il raison, mais au début c'était difficile. En effet, il ne parlait pas la langue anglaise, il se sentait très isolé, et donc, certes, on retient aujourd'hui que son intégration au modèle britannique a été un succès comme vraiment extraordinaire, retentissant, mais il ne faut pas oublier que pour Berlin, le départ, les premières années ont été difficiles. Mais il avait envie de s'intégrer à la société britannique. Il avait envie de donner le meilleur de lui-même, car il savait à quel point l'Angleterre était pour lui un modèle. Et pas seulement pour lui, pour son père et sa mère également. En 1933, il termine ses études à Oxford et deviendra ensuite professeur, notamment à All Souls College. Et donc, on peut dire que c'est vraiment un modèle d'intégration, car il faut savoir qu'il a été le premier juif
a intégré All Souls College. En 1940, au début de la guerre, il a eu envie de retourner en Russie. Il en a formulé la demande auprès des autorités britanniques qui ont refusé. Finalement, il a obtenu un poste, mais à New York, en tant qu'ambassadeur. Et il devait régulièrement faire un point, résumer la pensée dominante aux États-Unis par rapport aux événements. Ce travail ne lui convenait pas spécialement. En effet, il trouvait que la situation aux États-Unis était trop confortable, mais il accomplit un travail sérieux et de qualité. Et il fut ensuite envoyé en Russie. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il a publié la majeure partie de son œuvre, prolifique et particulièrement intéressante. Alors, une première question s'impose. Vous faites une thèse qui porte sur la postérité d'Isaiah Berlin. Pourquoi ce sujet? Isaiah Berlin est un auteur qui m'a toujours fasciné, parce qu'il a une facilité à observer le monde qui l'entoure, à parler d'autres auteurs que j'ai toujours trouvé remarquable. J'aime son empathie, sa façon de voir les choses. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, encore une fois je vais en parler plus tard, parce que nous avons des points de désaccord, mais c'est un auteur qui m'a marqué. J'avais envie justement d'écrire une thèse sur lui, de parler de lui et d'étudier sa postérité, c'est-à-dire d'essayer de démontrer que sa pensée, qui n'est pas très connue en France, disons-le clairement, que cette pensée-là, elle a une utilité pour comprendre la société politique actuelle et les enjeux juridiques existants actuels. Alors, précisément, pour aller plus loin dans cette réflexion, déjà dans un premier temps, selon vous, quels sont les auteurs qui ont été les plus influencés par Isaiah Berlin, au regard de ce que vous venez d'évoquer précisément? Alors je vais en citer quelques-uns, mais ce qui est important déjà à retenir, c'est qu'il n'a pas développé d'école de pensée. Il n'y a pas une école de pensée, Isaiah Berlin. Donc on peut dire que de nombreux auteurs ont lu Isaiah Berlin, se sont inspirés d'Isaiah Berlin, ont critiqué Isaiah Berlin, mais il n'y en a aucun véritablement qui prétend s'inscrire dans sa pensée, dans sa continuité. Il y en a un qui l'a fait, c'est Mario Vargas Llosa. Après, je dirais, les autres auteurs qui se sont inspirés d'Isaiah Berlin, et encore une fois, c'est plus une inspiration qu'une postérité en tant que telle. Je dirais Philippe Petit, bien sûr, qui a développé la notion de liberté comme non-domination, Quentin Skinner, et en France, je n'ai pas l'impression qu'Isaiah Berlin suscite encore un fort engouement, bien qu'Alexis Butin ait écrit un livre absolument remarquable et une thèse exceptionnelle sur Isaiah Berlin, ou Gilles Delannoy qui a écrit de nombreux essais au même titre que Raphaël Drahi, ou même Jean Leca, peut-être de façon un peu plus elliptique, sur Isaiah Berlin. Donc on peut dire qu'en France, Isaiah Berlin commence à être connu, mais qui n'est pas encore reconnu. Donc l'objet de votre thèse va consister à évoquer en réalité une postérité ou une non-postérité d'ailleurs, puisque le fait de parler de la postérité, ça peut être également, pour reprendre l'expression de l'auteur, de manière négative. Oui, tout à fait. Si on n'a pas affaire à une réelle postérité au sens où on l'entend traditionnellement.
Donc, pour aller plus loin dans cette postérité, comment avez-vous construit votre travail? Comment l'avez-vous envisagé pour précisément mettre en exergue cet élément au regard d'un auteur qui précisément n'a pas d'école de pensée? Oui. Alors ce que j'ai voulu démontrer, et ce que tu dis est très juste, c'est qu'Isaiah Berlin n'a pas d'école de pensée, peut-être parce qu'il n'est pas toujours très bien compris. On a tendance, notamment en France, à se dire que sa pensée reprend celle de Benjamin Constant, mais je pense que sa pensée est en réalité unique, que c'est une théorie politique qui sort finalement, on ne va pas dire familièrement du lot, mais qui sort d'une conception traditionnelle que l'on a de la liberté. Parce que Isaiah Berlin n'était pas seulement un philosophe, il était également un historien des idées. Donc la première idée qui me semble être la plus importante, c'est d'insister sur le fait qu'Isaiah Berlin a développé un libéralisme, bien qu'il n'aimait pas ce mot parce qu'il détestait les suffixes en isme, il a développé un libéralisme. Oui, Non, un libéralisme en forme d'exception culturelle et également en forme de religiosité. Alors nous poursuivons, ou plutôt nous entrons directement dans le vif du sujet, puisque en première partie, je crois que vous vouliez évoquer un libéralisme, s'agissant toujours de Berlin bien sûr, un libéralisme en mode d'expression culturelle. Et dans cette partie-là, vous souhaitiez également revenir sur un certain nombre d'apports historiques. Donc, je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup André-Charles pour cette très belle présentation. En effet, les termes liberté négative, liberté positive, tout du moins ces deux conceptions de la liberté, existaient déjà avant l'essai de 1958 d'Isaiah Berlin. Mais ce qui est très intéressant, c'est de remarquer qu'aujourd'hui, quand on parle de liberté négative et de liberté positive, on ne pense qu'à Isaiah Berlin. Par exemple, en Italie, Angelo Crespi avait développé la notion de libertà positiva, dans le sens de liberté positive. Il estimait que la liberté était essentiellement positive. Il ne trouvait pas que le libéralisme devait être réduit à un simple laisser-faire. Pour lui, la liberté n'est pas négative. Dans le libéralisme classique, on considère la liberté comme étant positive. Norberto Bobbio avait, lui, considéré que la liberté négative constituait le tremplin, la condition de la liberté positive, dans le sens où, en l'absence de liberté négative, la liberté positive, celle qui semble être pour les Italiens la plus importante, ne peut pas exister. La pensée de Bobbio est très proche en réalité de celle d'Isaiah Berlin. En revanche, Isaiah Berlin se démarque davantage d'Angelo Crespi. Qu'est-ce que la liberté négative? Il faut essayer de bien la comprendre. La liberté négative permet à chaque individu de faire ce qu'il a envie de faire, d'être ce qu'il a envie d'être, protégé de toute immixtion extérieure. Je suis libre, nous dit Berlin, dans la mesure où personne n'interfère dans mon activité. L'usage de la négation, personne n'interfère, démontre bien que cette liberté est négative.
Par opposition, la liberté positive consiste à être maître de soi-même. Et Isaiah Berlin insiste sur la volonté du sujet de faire ce qu'il a envie d'être, de ne pas être dominé, de contrôler ses désirs, ses pulsions, donc d'avoir le contrôle à la fois de soi-même et de son avenir, de son histoire. La liberté négative, donc, est plus quantitative. Quelle est ma sphère d'autonomie? Tandis que la liberté positive pose davantage des questions tenant à la légitimité du pouvoir qui a été institué. Qui est légitime à me gouverner? Qui est légitime à poser des barrières, des limites à ma liberté? Donc c'est cela qu'il faut comprendre par la différence entre liberté négative et liberté positive. Pour reprendre la pensée de Crespi, je pense que Berlin, même s'il n'a pas étudié cet auteur, n'aurait pas approuvé son point de vue, dans le sens où pour lui, le libéralisme signifie précisément laisser faire, signifie donc la possibilité d'avoir des choix, d'être libre négativement. D'ailleurs, Isaiah Berlin tenait particulièrement à la liberté négative. Il considérait même qu'une société décente, telle qu'Avishai Margalit la définissait, nécessitait la protection de cette liberté négative. Sans liberté négative, l'homme perd sa condition d'être humain. En effet, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas nous si nous ne bénéficions pas d'une sphère d'autonomie. On se rend compte que sa pensée libérale permet de mieux comprendre les deux révolutions russes de 1917. Pour Isaiah Berlin, la révolution bolchevique a reflété le début d'une période durant laquelle les idées politiques contingentes et appropriables ont constitué un drame absolu. Pourquoi? Parce que selon lui, les idées sont parfois tellement séduisantes qu'on en oublie leurs conséquences pratiques. Selon lui, et ça c'est peut-être le plus important dans sa pensée, il ne faut pas que la fin justifie les moyens. En effet, il prenait comme modèle Alexandre Herzen, qui était un auteur russe du XIXe siècle et qu'il appelait mon héros. Parce que dès le XIXe siècle, Alexandre Herzen, qui avait vécu le désastre en Europe des révolutions de 1848, savait qu'il y avait un risque qui planait sur la Russie. Et il ne voulait pas d'une transposition du modèle occidental du XIXe siècle en Russie. Il estimait qu'une vision monolithique, fondée sur une fin ultime, était extrêmement dangereuse. Et en cela, Alexandre Herzen avait anticipé les dangers qui ont été ceux de 1917. On sait qu'Isaiah Berlin, en 1933, a commencé un travail sur Karl Marx, parce qu'il n'avait aucune affinité avec Karl Marx. Mais ce qui l'intéressait à Berlin, c'était d'écrire sur des auteurs dont il ne partageait pas le point de vue.
Et il avait remarqué à quel point Karl Marx suscitait un engouement particulier, que ce soit en Russie ou en Europe. Donc pour Berlin, et cela lui a été très vivement reproché, Karl Marx n'était pas un modèle. Au contraire, il était l'un des premiers à avoir développé une conception moniste de la réalité, c'est-à-dire à avoir stigmatisé une partie de la population et développé une fin ultime à atteindre. Donc, quand on comprend bien le libéralisme d'Isaiah Berlin, il s'avère que l'ensemble des régimes totalitaires du XXe siècle ont été, on va dire, non seulement un fléau pour l'humanité, mais ont révélé surtout le danger du pouvoir des idées. En effet, quand on est aveuglé par la beauté d'une idée, parfois on ne voit pas les conséquences qu'elle peut revêtir. On se rend compte que sa pensée libérale permet de mieux comprendre les deux révolutions russes de 1917. Pour Isaiah Berlin, la révolution bolchevique a reflété le début d'une période durant laquelle les idées politiques contingentes et appropriables ont constitué un drame absolu. Pourquoi? Parce que selon lui, les idées sont parfois tellement séduisantes qu'on en oublie leurs conséquences pratiques. Selon lui, et ça c'est peut-être le plus important dans sa pensée, il ne faut pas que la fin justifie les moyens. En effet, il prenait comme modèle Alexandre Herzen, qui était un auteur russe du XIXe siècle et qu'il appelait mon héros. Parce que dès le XIXe siècle, Alexandre Herzen, qui avait vécu le désastre en Europe des révolutions de 1848, savait qu'il y avait un risque qui planait sur la Russie. Et il ne voulait pas d'une transposition du modèle occidental du XIXe siècle en Russie. Il estimait qu'une vision monolithique fondée sur une fin ultime était extrêmement dangereuse. Et en cela, Alexandre Herzen avait anticipé les dangers qui ont été ceux de 1917. On sait qu'Isaiah Berlin, en 1933, a commencé un travail sur Karl Marx, parce qu'il n'avait aucune affinité avec Karl Marx. Mais ce qui l'intéressait à Berlin, c'était d'écrire sur des auteurs dont il ne partageait pas le point de vue. Et il avait remarqué à quel point Karl Marx suscitait un engouement particulier, que ce soit en Russie ou en Europe. Donc pour Berlin, et cela lui a été très vivement reproché, Karl Marx n'était pas un modèle. Au contraire, il était l'un des premiers à avoir développé une conception moniste de la réalité, c'est-à-dire à avoir stigmatisé une partie de la population et développé une fin ultime à atteindre. Donc, quand on comprend bien le libéralisme d'Isaiah Berlin, il s'avère que l'ensemble des régimes totalitaires du XXe siècle ont été, on va dire, non seulement un fléau pour
pour l'humanité, mais ont révélé surtout le danger du pouvoir des idées. En effet, quand on est aveuglé par la beauté d'une idée, parfois on ne voit pas les conséquences qu'elle peut revêtir. Pensée libérale en forme de religiosité. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces éléments? Oui, bien sûr. La religion me paraît être essentielle, notamment la religion juive, pour comprendre la pensée de Berlin. Parce que Berlin n'était pas pratiquant. Il était juif, donc issu d'une famille juive, peu pratiquante. Du moins, ses parents ne pratiquaient pas du tout même la religion. Cependant, Isaiah Berlin, tout de même, était intéressé par le judaïsme, par toutes les formes de judaïsme d'ailleurs, parce qu'il s'intéressait au courant hassidique, par exemple. Il était tout aussi intéressé par les juifs laïcs, et il se disait, il n'y a pas une seule façon d'être juif, il y en a plusieurs. Donc rien que dans cette façon de concevoir le judaïsme, et ça aurait pu être pour toutes les religions d'ailleurs, je le précise, on voit ici un pluralisme des valeurs qui le caractérisait. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « il faut se comporter de telle manière et pas d'une autre ». Il considère que tant qu'on reste dans les limites de la décence, le problème est toujours celui des limites, on a le droit d'être ce que l'on veut être. Premièrement, j'aimerais parler des droits et des devoirs. Dans le judaïsme, Robert M. Coven, que Charles Le Ben appréciait particulièrement, précise que la notion phare dans le judaïsme est celle de mitzvot, de devoir. Au commencement étaient les devoirs. On retrouve cette idée d'ailleurs, pas seulement dans le judaïsme, dans la chrétienté, dans l'islam aussi. Les devoirs sont particulièrement importants. Qu'est-ce que c'est que la religion? C'est d'être lié. Tandis que la liberté négative, qu'est-ce que c'est? Je parle de la liberté négative car c'est celle que Berlin appréciait le plus. La liberté négative, ce n'est pas d'être lié, c'est d'être délié. Donc c'est une déliaison. Cependant, j'aimerais démontrer que les deux sont tout de même liés. De la même manière que l'on sépare les droits et les devoirs, on pourrait faire la même distinction entre les droits subjectifs et le droit objectif. En effet, qu'est-ce que c'est que le droit objectif? Il s'agit d'une somme de droits subjectifs. Sans droit objectif, coercitif, il ne peut pas y avoir de droit subjectif. Par exemple, le droit de propriété est défini à l'article 544 du Code civil comme le droit de jouir de la manière la plus absolue, donc de sa propriété, la plus absolue. Qu'est-ce qu'on remarque? Absolue, déjà, il n'y a pas de limite, mais on ajoute un superlatif, la plus absolue. Ce droit de propriété est protégé, et de quelle manière? Aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Malgré cela, c'est à partir du droit de propriété qu'a émergé la notion d'abus de droit avec l'arrêt Clément Bayard de la Chambre des requêtes en 1915. Ce qui prouve qu'il n'existe aucun droit subjectif qui soit absolu.
et qui ne fassent l'objet d'une protection et d'une limitation par des textes juridiques. Donc aucune liberté, aucun droit non plus n'est absolu. Il faut toujours fixer des limites. Donc il ne saurait y avoir de droit sans devoir. Et en cela, la pensée de Berlin n'est pas fondamentalement différente avec celle de l'ensemble des religions monothéistes. J'ai pris le judaïsme parce qu'il était juif, mais aussi parce que Raphaël Drey avait insisté sur cette différence entre droit et devoir, tout en démontrant que la pensée de Berlin n'était pas fondamentalement opposée à la tradition hébraïque. Par ailleurs, donc, il y a un lien entre les droits et les devoirs. C'est donc une façon différente de penser la liberté. Donc il y a deux paradigmes qui s'opposent mais qui ne sont pas pour autant contradictoires. Par ailleurs, on sait que la religion, on l'associe souvent avec les droits naturels, comme des ensembles qui ne seraient pas susceptibles d'évolution. Le judaïsme, par exemple, avec le décalogue et surtout les 7 lois noachides, semble en grande partie s'imprégner d'un droit naturel. Or, Berlin réfutait le droit naturel. Il ne voulait pas d'un droit qui soit insusceptible d'évolution. Il était attaché à la notion de Volksgeist, que l'on retrouve chez Herder, implicitement chez Giambattista Vico, ou même, bien avant, chez Savini. Ce qui est important pour Berlin, c'est de bien comprendre qu'un système juridique n'est jamais figé et qu'il est différent d'un pays à un autre. Je ne suis pas sûr, par exemple, que Berlin aurait apprécié la suppression du paysage législatif français de la notion de cause depuis l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, en vertu de son article 9, car la cause était imprégnée dans la culture juridique française, et bien que certains systèmes juridiques ne l'aient pas comprise, par exemple le système allemand, il aurait préféré, à mon avis, que la cause demeure plutôt que de la retrouver selon des terminaisons, des termes différents, tels que le but, par exemple. Cependant, Berlin n'exclut pas en réalité totalement cette notion de droit naturel. Il estime qu'il faut toujours un socle commun, donc des droits qui ne peuvent pas changer. Donc, il faut, on va dire, une base commune, respecter la décence, ce qu'il appelait la société décente, et à partir de là, développer ses propres concepts juridiques. S'agissant des droits de l'homme, sa pensée est un peu complexe. Je dois avouer avoir eu du mal à la comprendre parce qu'il dit qu'il appréciait particulièrement, voire plus que tout, les droits de l'homme, qu'il avait une confiance absolue dans les droits de l'homme, mais qu'il trouvait que c'était une hérésie d'avoir consacré le droit de propriété comme un droit de l'homme, et surtout, il approuvait, au moins partiellement, la pensée d'Edmund Burke, qui, on le sait, n'avait pas dans le cœur, ne portait pas dans son cœur les droits de l'homme. En effet, pour Burke, les droits de l'homme étaient trop abstraits. Il aurait préféré que ce soit le droit des hommes et des citoyens.
donc que l'on respecte le modèle britannique davantage que le modèle français, et on sait à quel point Isaiah Berlin était sensible au modèle britannique qu'il considérait comme étant le meilleur dans le monde. Donc on pourrait dire que peut-être qu'il n'avait pas complètement cerné les enjeux des droits de l'homme, qu'il avait raison de trouver que les droits de l'homme avaient constitué une avancée majeure, mais qu'il en avait tout de même perçu, peut-être malgré lui, quelques limites. D'ailleurs, pour finir, je pense que ce peut être intéressant de faire une comparaison entre Hannah Arendt, elle aussi très critique à l'égard des droits de l'homme, qui avait d'ailleurs proposé de déconstruire le mythe de l'État-nation, un État-nation qui, on le sait, préserve les droits de l'homme, pour opter en faveur d'un État fédéral. Isaiah Berlin, pour faire un peu d'ironie, détestait Hannah Arendt. Le mot n'est pas trop fort. Vraiment, il l'a critiqué sans cesse. D'ailleurs, si on parle aujourd'hui d'Isaiah Berlin, à mon avis, beaucoup de personnes répondraient tout de suite à la question suivante: connaissez-vous Isaiah Berlin? Oui, pour sa critique virulente sur Hannah Arendt. Constamment, que ce soit avec le philosophe iranien Ramin Jahanbegloo, excusez-moi, ou dans l'ensemble de sa prolifique œuvre, il n'a jamais fait l'éloge d'Hannah Arendt. C'est vrai que cette aversion, cette hostilité pour Hannah Arendt a pu surprendre. Mais elle vient, à mon avis, surtout de l'un de ses ouvrages, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal. Berlin a expliqué à Ramin Jahanbegloo ne pas avoir supporté l'idée même qu'elle ait pu développer le concept de banalité du mal, car il dit que les nazis étaient convaincus de ce qu'ils faisaient, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, et que la pensée d'Hannah Arendt, en ce sens, était fortement contestable. Bien que j'apprécie énormément, vous l'avez compris, Isaiah Berlin, j'ai du mal à partager son point de vue sur ce point. Parce que Hannah Arendt condamne les actes d'Adolf Eichmann, dignitaire nazi. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il fallait distinguer entre le mal radical tel qu'il est décrit dans la pensée kantienne du mal banal, d'un mal qui se propage à une vitesse incroyable parce qu'il n'a pas de racines, de la même manière que des champignons, dit-elle. En effet, un mal radical, il lui faut des racines, donc il est plus difficile d'implanter un mal radical. Tandis que pour un mal banal, il arrive très facilement à se propager. Le mal n'est pas banal. Hannah Arendt n'a jamais dit cela. En revanche, des personnes tout à fait banales, comme un Eichmann, qui n'était aucunement charismatique, a pu commettre, non pas de crime, parce qu'il n'a tué personne, mais il a été à l'origine de terribles massacres, notamment en Hongrie. On sait que sans Eichmann, sans obéissance aux ordres, sans doute que la situation aurait été différente. Donc comment une personne aussi ordinaire, aussi banale qu'Eichmann a pu se comporter de la sorte? C'est vraiment la question à laquelle Hannah Arendt a souhaité répondre. Et ce que je veux dire pour conclure, c'est que Berlin, comme Arendt, condamne Eichmann.
Reichmann avait prétendu qu'il existait des faits justificatifs, qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres, qu'il n'avait fait qu'obéir finalement à cette hiérarchie des normes de Kelsen. On lui avait demandé d'arrêter, mais la norme supérieure, celle d'Adolf Hitler, implicitement lui avait demandé de poursuivre ce qu'il qualifiait même être une œuvre, d'être son œuvre. Pour Berlin et Arendt, une telle justification est bien sûr inappropriée et hautement condamnable. Berlin estime que l'on a toujours le choix. Même dans les situations les plus tragiques, on a toujours le choix de désobéir et on doit conserver, coûte que coûte, le modèle de la société décente qui permet à tant d'individus de pouvoir partager des valeurs et d'exprimer pleinement leur sensibilité. Isaiah Berlin s'était fortement inspiré des auteurs français, que ce soit Tocqueville, qu'il appréciait moyennement, il faut bien le reconnaître, ou surtout Benjamin Constant. Cependant, j'aimerais tout de même apporter une précision, c'est que la pensée de Berlin est tout de même très différente de celle de Benjamin Constant. Parce que celle de Benjamin Constant, donc, qui a opposé la liberté des modernes et la liberté des anciens, est davantage chronologique. Il ne disait pas que l'une des libertés était meilleure que l'autre, mais que l'une avait succédé à l'autre. Tandis que Berlin insiste bien sur le fait qu'au XXe siècle, parmi plus de 200 acceptions de la liberté, 2 sont plus importantes que les autres et coexistent, la liberté négative et la liberté positive. On lui a reproché très régulièrement, notamment en Angleterre, d'avoir minimisé la définition de la liberté négative, de lui dire qu'elle avait été trop restrictive. Au Canada également avec Quentin Skinner, Philippe Petit, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit que de 2 conceptions de la liberté, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas fixées. Donc Berlin, avec ces 2 conceptions de la liberté, n'a pas développé son libéralisme. Il n'a développé qu'une partie de sa pensée politique fondée sur une société décente, c'est-à-dire une société qui protège la liberté des individus et garantit une interaction entre eux. D'ailleurs, le mot interaction va nous faire penser à la seconde partie qui sera liée à la religiosité. Alors nous poursuivons encore et je crois que vous souhaitiez apporter toutefois un complément à cette partie relative à la pensée libérale en forme de religiosité. Tout à fait. Donc après avoir étudié le libéralisme de Berlin, qui est en forme de religiosité, comme nous avons pu le voir au travers des notions de droit, de devoir, de droit naturel, droit de l'homme, ou de l'exemple de la causalité, qui a des origines chrétiennes, issues également de la scolastique, il paraît essentiel d'évoquer la fameuse controverse entre Berlin et Arendt. Berlin était toujours dans la nuance. Par exemple, il n'approuvait pas la pensée de Karl Marx, il n'appréciait pas non plus ses ouvrages. Par exemple, il disait ne pas réussir à lire une page de son livre Le Capital sans qu'on ne lit. J'arrive plus à parler. Sans qu'on ne lit. Oh, je suis... Berlin s'était fortement inspiré des auteurs français, que ce soit Tocqueville, qu'il appréciait moyennement, il faut bien le reconnaître, ou surtout Benjamin Constant. Cependant, j'aimerais tout de même apporter une précision, c'est que la pensée de Berlin est tout de même
très différente de celle de Benjamin Constant. Parce que celle de Benjamin Constant, donc, qui a opposé la liberté des modernes et la liberté des anciens, est davantage chronologique. Il ne disait pas que l'une des libertés était meilleure que l'autre, mais que l'une avait succédé à l'autre. Tandis que Berlin insiste bien sur le fait qu'au XXe siècle, parmi plus de 200 acceptions de la liberté, 2 sont plus importantes que les autres et coexistent, la liberté négative et la liberté positive. On lui a reproché très régulièrement, notamment en Angleterre, d'avoir minimisé la définition de la liberté négative, de lui dire qu'elle avait été trop restrictive. Au Canada également, avec Quentin Skinner, Philippe Petit. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit que de 2 conceptions de la liberté, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas fixées. Donc Berlin, avec ses 2 conceptions de la liberté, n'a pas développé son libéralisme. Il n'a développé qu'une partie de sa pensée politique fondée sur une société décente, c'est-à-dire une société qui protège la liberté des individus et garantit une interaction entre eux. D'ailleurs, le mot interaction va nous faire penser à la seconde partie qui sera liée à la religiosité. Je souhaiterais évoquer les difficultés relationnelles entre Isaiah Berlin et Hannah Arendt. Isaiah Berlin était un auteur qui était toujours dans la nuance. Par exemple, il n'appréciait pas du tout Karl Marx. Il avait les plus grandes difficultés à lire son ouvrage majeur, Le Capital. Cependant, il lui reconnaissait certaines qualités, notamment son esprit de synthèse. En revanche, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver la moindre qualité exprimée dans son œuvre sur Hannah Arendt. Lors de son entretien avec Ramin Janbeglu, l'auteur iranien lui dit « Vous me faites penser à Hannah Arendt. » Et que lui répond-il? « Oula, vous m'effrayez. » Il ne voulait pas que sa pensée puisse se rapprocher, même un peu, de celle de sa contemporaine. Comment expliquer l'aversion de Berlin pour Arendt? Il explique lui-même pour 2 raisons. La première, c'est qu'il trouvait la pensée d'Arendt très déstructurée. La seconde, qui paraît être la plus importante, c'est qu'il n'a pas apprécié son concept de banalité du mal. On se souvient qu'Hannah Arendt a couvert une partie du procès Eichmann et qu'elle a développé la notion de banalité du mal, que Berlin, à mon avis, n'a pas très bien comprise. Parce que ce qu'il reproche à Arendt, c'est que pour lui, les dignitaires allemands, et notamment Adolf Eichmann, étaient convaincus de ce qu'ils faisaient et qu'ils étaient antisémites. Mais il convient d'apporter une précision essentielle. C'est qu'Hannah Arendt a condamné Eichmann. L'obéissance, disait-elle d'ailleurs, c'est seulement pour les enfants. Mais une fois que l'on a toutes ces capacités cognitives, on doit savoir faire des choix. Mais qu'a voulu dire alors Arendt en utilisant cette formule qu'elle ne justifie pas? C'est vrai qu'il n'y a pas d'explication précise de la banalité du mal.
La banalité du mal s'oppose à la notion kantienne de mal radical. Le mal radical, pour s'implanter, a besoin de racines, alors que le mal banal n'a pas besoin de racines. En cela, le mal, quand il est banal, est bien plus dangereux que le mal radical. Pourquoi? Parce qu'il se propage plus rapidement. Donc, bien loin de justifier les actes d'Adolf Eichmann, Arendt démontre qu'il en était l'incarnation. Comment un homme sans charisme, tel qu'elle le voit à Jérusalem, sans grande personnalité, a pu commettre de telles atrocités. Elle précise qu'il n'a tué aucun homme de ses mains, mais il est à l'origine du massacre, malheureusement, de très nombreux juifs, notamment en Hongrie. Il a même désobéi aux ordres, parce que, en utilisant la forme pyramidale de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, la norme Hitler, qui était au sommet, était donc plus importante que celle qui lui avait demandé de cesser ses activités. Donc, ce que l'on remarque, c'est que la notion de banalité du mal s'inscrit même dans la continuité de ce que Berlin a appelé très tôt dans sa vie le pouvoir des idées. En effet, cette notion apparaît même implicitement dès 1921, dans sa nouvelle qu'il avait rédigée, The Purpose Justifies the Way. En effet, quand on est pris dans ce pouvoir des idées, dans ce mouvement, il y a un grand risque. C'est de ressembler aux autres, de tomber dans l'écueil du conformisme, de se dire que l'on peut participer à une grande idée dans l'histoire sans se rendre compte des dangers, des catastrophes que cette idée peut provoquer. Et je dirais même, pour finir, qu'il y a un lien entre Arendt, Berlin et Sartre. Sartre ne disait-il pas que nous n'avons jamais été aussi libres que pendant l'occupation, que jamais nous n'avons été aussi libres que pendant cette période? Pourquoi? Parce que nous avions la possibilité de nous comporter en héros, de ne plus respecter les ordres, de sortir donc du cadre juridique. Car que ce soit Arendt ou Berlin, ils ont condamné les agissements d'Eichmann, qui pour se justifier avait prétendu qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres, qu'il ne pouvait pas être condamné pour avoir obéi à la loi. Mais Berlin précise que l'on a toujours le choix, que l'on a toujours le choix de désobéir quand une situation aussi grave que celle-ci se présente, car il faut toujours veiller à la protection d'une société décente. Donc, pour Berlin, on avait le choix, Eichmann avait le choix, entre obéir aux ordres, ce qu'il considérait comme étant un fait justificatif, donc une cause exonératoire de responsabilité, ou au contraire, désobéir et donc se comporter en héros. Sans doute, aurait-il dû désobéir, sans doute dans le sens où il avait le choix, et un choix ici s'imposait, c'était de désobéir et donc de ne pas se conformer
à des ordres qui allaient à l'encontre du modèle proposé par Isaiah Berlin. Donc la critique de Berlin, je la trouve contestable, il n'y a pas eu vraiment d'article dessus. On a juste relevé la plupart du temps que Berlin avait critiqué de façon très véhémente Hannah Arendt, et du fait de sa popularité, de sa notoriété, il est certain que cette critique de Berlin a pu freiner sa postérité, car je ne trouve pas que sa critique soit très bien construite. On peut bien sûr ne pas apprécier Hannah Arendt, on peut regretter même la notion de banalité du mal, en disant qu'elle est certes justifiée, mais qu'elle porte et qu'elle prête à confusion, qu'elle n'est pas particulièrement explicite. Mais il n'y a pas vraiment, ou pas suffisamment d'éléments chez Berlin qui puissent permettre d'expliquer une telle critique. Or, il disait agir seulement sur commande, on peut regretter qu'il n'ait pas rédigé un essai sur Hannah Arendt, car quand on critique autant, je pense que c'est bien d'essayer d'expliquer sa critique, de dire pourquoi on n'est pas d'accord, et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de l'être humain et qu'il appréciait tant, c'était de dire on peut ne pas être d'accord, c'est toujours bien de pouvoir discuter, en particulier avec ses contradicteurs. Bien, alors Johan Saïd, nous en arrivons au terme de votre intervention. Vous souhaitez conclure, je crois, en relation avec diverses notions qui peuvent rappeler le sens de votre travail. Je le disais tout à l'heure, qui s'est déroulé sur plusieurs années, de nombreuses années, étudier cet auteur. Et là, vous en êtes au point où vous allez pouvoir enfin soutenir cette thèse qui est très originale, puisque ça sera sans doute, à ma connaissance en tout cas, la seule thèse qui va évoquer directement la postérité d'Isaiah Berlin. Donc si on veut se référer à cet aspect de l'auteur, vous serez sans doute l'un des seuls auteurs qui pourront présenter des éléments objectifs par rapport à ça. Alors, si vous souhaitez conclure, je vous laisse conclure par rapport à tout ce que nous avons dit précédemment, religiosité, caractère juridique, le libéralisme, sa forme culturelle. Merci beaucoup, André Charles. En effet, j'aimerais finir en partant de trois notions. La première, c'est celle de notoriété. S'agissant de la notoriété d'Isaiah Berlin, on peut dire que cet auteur a impressionné de nombreux autres. Je me souviens d'une conférence qui s'était passée ici même, au sein de l'association des chercheurs de l'université Panthéon-Assas, durant laquelle Jean Leca avait expliqué avoir croisé Isaiah Berlin à Oxford, mais ne pas avoir osé lui parler, parce qu'il était intimidant. Il s'exprimait très vite, il avait de très nombreuses connaissances, il pouvait passer sans difficulté d'un sujet à un autre, et il avait quelque chose de très intimidant, car sans doute est-il un auteur original, très atypique, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer en insistant sur son libéralisme, qui à la fois est une exception culturelle, qui ne ressemble à aucun autre, parce que Isaiah Berlin était lui-même un mélange de cultures. Il était juif, il est né à Riga, il a vécu pendant sa jeunesse en Russie, puis en Angleterre, pendant la guerre quelques années aux États-Unis. Donc on peut dire qu'il aura vécu dans différentes cultures, et en plus au XXe siècle, il a connu les deux révolutions de 1917, il a perdu quelques membres de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale,
à cause de la Shoah, et il avait même expliqué que la situation était horriblement confortable à New York quand il était à l'ambassade, puis à Washington. Donc un auteur connu, un auteur qui suscite le respect, de l'admiration et qui impressionne. D'ailleurs, je dois reconnaître que même quand je travaille encore sur lui aujourd'hui, je suis toujours impressionné. Parce que j'ai l'impression que sa pensée ne ressemble à aucune autre. Qu'il est capable donc d'écrire sur n'importe quel sujet, mais en conservant son style. Est-il pour autant populaire ? S'il est connu, en revanche, je ne considère pas qu'il soit très populaire. Certes, on a entendu parler de lui, mais sa pensée reste confidentielle. Sa pensée n'est pas facile d'accès, comme je le disais au début. Donc, pour être populaire, il faut avoir envie, justement, d'aller vers les autres. Or, Berlin n'était pas quelqu'un qui avait envie de faire plaisir particulièrement. Ce qu'il avait, et ce qui le caractérisait, c'est qu'il voulait toujours exprimer une pensée qui soit très empathique. Il ne voulait pas juger sans avoir lu ou étudié un auteur, et pas seulement les écrits de cet auteur, mais également des éléments de biographie. Donc pour lui, il est important de connaître avant de juger, de ne pas préjuger, sauf, vous l'avez compris, avec Hannah Arendt. Cela, au contraire, c'est peut-être avec Hannah Arendt qui s'est un peu écartée de sa philosophie, qui est pourtant très linéaire. Et c'est peut-être à cause de cette critique, justement, qu'il ne parvient pas à faire complètement l'unanimité. Parce que quand on va penser à Berlin, on va penser plutôt à ses préjugés sur Arendt qu'à son empathie. Enfin, concernant sa postérité, Berlin est un auteur qui influence les autres, qui a marqué les autres par son tempérament, mais il n'a pas créé non plus d'école de pensée. Donc on peut dire que sa postérité n'est pas nulle, loin de là, mais qu'elle constitue un paradoxe, car son essai « Two Concepts of Liberty » a été sans doute le plus abondamment commenté au XXe siècle. Mais pour autant, même si on le commente, on ne voit pas d'école de pensée qui se crée. Donc il y a là un paradoxe. Un auteur que l'on commente, qui a été très apprécié en Angleterre, notamment en tant que professeur. Donc on aurait pu penser qu'en Angleterre, au moins, des écoles de pensée sur Isaiah Berlin, donc, qui s'inspirent de lui, seraient nées, mais ce n'est pas le cas. Certes, Henry Hardy a effectué un travail colossal et a même créé un site, The Isaiah Berlin Virtual Library, pour permettre une diffusion plus facile de la pensée de Berlin. Il a procédé à des compilations d'essais, mais pour autant, on a l'impression que Berlin sera toujours un auteur étudié et cité, mais pas un auteur qui créera des écoles de pensée. À l'inverse, par exemple, d'Hannah Arendt. Donc peut-être qu'il y avait une petite jalousie entre les deux, on ne peut pas l'exclure, mais c'est vrai que Hannah Arendt, son succès a été, on va dire, international, tandis que Berlin, son succès, et encore finalement il devient de plus en plus relatif, se limite surtout à l'Angleterre, donc éventuellement à l'ensemble du Royaume-Uni. Mais on a l'impression qu'en France, ou que dans la philosophie continentale, Isaiah Berlin ne parvient pas totalement à convaincre. Eh bien, nous voici au terme de ce premier entretien. Merci, Yohann Saïd, d'y avoir participé, d'avoir essuyé les plâtres de ce premier entretien. Et nous donnons rendez-vous donc à nos amis
le 2 décembre pour la prochaine conférence de l'Association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas, conférence juridique qui sera entièrement consacrée à une nouvelle contribution sur la théorie de l'incomplétude normative et textuelle. Merci. Bien, merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.